Imaginez un pays confronté à d'importants défis, où la détermination se heurte à l'oppression et où le désir de liberté unit son peuple. C'est l'effort continu de la Géorgie pour résister à l'influence russe, un parcours marqué par la résilience qui dépasse ses frontières. Si vous pensez que le combat de l'Ukraine contre la Russie est un combat de David contre Goliath, ce qui est le cas. La Géorgie est 10 fois plus petite que l'Ukraine, tant en superficie qu'en population. La Géorgie ne fait que 69 700 km² avec 3 700 000 habitants. C'est donc le combat de David contre Goliath, mais sous stéroïdes. Cependant, l'histoire de la Géorgie est aussi fascinante au-delà de son combat contre la Russie. Je veux dire, c'est le pain quotidien de la Russie d'opprimer ses voisins. Mais aussi parce que le monde a fermé les yeux sur la guerre russo-géorgienne, en 2008, ce qui a sans doute poussé la Russie à renforcer ses ambitions et à attaquer l'Ukraine en 2014 et en 2022. L'Empire romain est peut-être tombé, mais la Géorgie perdure. Les origines de ce proverbe restent inconnues, pourtant il est souvent répété à travers la Géorgie. Cela incarne un sentiment de fierté nationale dans la conviction que le pays a maintenu une tradition continue d'État qui se poursuit depuis l'Antiquité malgré des périodes d'interruption. La Géorgie a déclaré son indépendance de l'Union soviétique en 1991 et a été reconnue comme membre des Nations Unies en 1992. La fierté collective des Géorgiens envers leur État a influencé la manière dont l'histoire est commémorée depuis 1989. La fin des années 1980 a été un tournant majeur dans l'histoire de la Géorgie. La mise en œuvre de la perestroïka et de la glasnost par le dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev a entraîné un relâchement du contrôle politique. Cette époque a vu une renaissance de la conscience nationale géorgienne et un regain de la demande d'indépendance. Le mouvement était caractérisé par des manifestations de masse et la création d'organisations politiques nationalistes. Et voici comment nous pouvons décrire l'Union des républiques socialistes soviétiques de Gorbatchev au sommet de la perestroïka de Gorbatchev. Un consommateur entre dans une épicerie et demande « Pouvez-vous peser un demi-kilogramme de viande, s'il vous plaît ?» Le vendeur répond « Bien sûr, apportez-la et je la pèserai. » Des moments amusants. L'un des incidents les plus cruciaux pendant cette période fut le massacre de Tbilissi, le 9 avril 1989. Des manifestants pacifiques réclamant l'indépendance ont été violemment attaqués par l'armée soviétique. Cet événement déchirant a intensifié le mouvement pour l'indépendance et alimenté une montée des sentiments nationalistes. Le début des années 1990 a été décisif pour la quête d'indépendance de la Géorgie. Lors de la désintégration de l'Union soviétique, la Géorgie a tenu ses premières élections multipartites en 1990, le 9 avril 1991. Exactement 2 ans après le massacre de Tbilissi, le Conseil suprême géorgien a proclamé la restauration de l'indépendance de l'État géorgien. Cette déclaration a marqué un moment charnière symbolisant la fin de la domination soviétique et le début d'une nouvelle ère. Les années suivantes se sont révélées difficiles pour la Géorgie nouvellement indépendante. La nation a été confrontée à d'importants bouleversements politiques, économiques et sociaux, notamment des conflits internes et des efforts pour instaurer un système démocratique stable. Malgré ces difficultés, la détermination de la Géorgie à former un État souverain et démocratique est restée inébranlable. La volonté de la Géorgie d'adhérer à l'Union européenne et à l'OTAN malgré l'ingérence russe, c'est comme essayer de monter dans un train pendant qu'un Russe ne cesse de vous voler votre billet. Au final, vous sauterez quand même dedans. Après l'indépendance, la Géorgie a rencontré d'énormes obstacles pour construire une nation stable et reconnue. Le début des années 1990 a été marqué par des troubles politiques, des difficultés économiques et des conflits internes. Les mouvements séparatistes en Abkhazie et en Ossétie du Sud, soutenus par la Russie, ont constitué des menaces importantes pour l'intégrité territoriale du pays. Ces conflits ont entraîné d'importantes souffrances humaines et des déplacements de population. Aujourd'hui, un Géorgien sur 13 est déplacé à l'intérieur du pays. Il y a actuellement près de 300 000 personnes déplacées à l'intérieur de la Géorgie, ce qui représente 8% de l'ensemble de la population. Les Géorgiens souhaitent rentrer chez eux, mais la politique russe envers les réfugiés géorgiens est similaire à celle sur les terres occupées. Ignorer leur existence et ne jamais les restituer. À l'international, d'autres pays ont progressivement reconnu l'indépendance de la Géorgie. Cette reconnaissance était essentielle pour l'intégration du pays dans la communauté mondiale.
Cependant, les discordes internes persistantes et les problèmes économiques ont éclipsé ces succès diplomatiques, soulignant les défis rencontrés lors de la transition d'une république soviétique à un État indépendant. Ainsi, malgré l'occupation russe, les guerres civiles et divers défis politiques et économiques, de nombreux Géorgiens ont exprimé leur fierté quant au parcours de leur nation depuis l'indépendance. Et ils la considèrent comme une démocratie fonctionnelle. Parlons de la guerre de 2008. Le 8 août 2008, les troupes russes ont lancé une invasion de la Géorgie, déclenchant la première guerre en Europe au XXIe siècle. Bien que le conflit ait été résolu en seulement quelques jours, les impacts de la guerre russo-géorgienne se font encore sentir aujourd'hui. Vous vous souvenez quand Poutine a d'abord nié l'annexion de la Crimée en 2014 ? En 2008, Poutine était fier du succès de son plan. La réaction mondiale face aux actions militaires de la Russie en Géorgie s'est révélée étonnamment modérée, Moscou n'ayant subi que très peu de conséquences. Au lieu de cela, les dirigeants de l'Union européenne ont appelé à un cessez-le-feu qui semblait s'aligner sur les objectifs russes. Alors que l'administration Obama aux États-Unis a rapidement cherché à réinitialiser les relations avec la Russie, pourquoi le bouton de réinitialisation d'Obama avec la Russie a-t-il échoué ? Il a été mal traduit. C'est une blague, mais c'est littéralement vrai. Naturellement, cette attitude conciliante a été interprétée par beaucoup à Moscou comme une invitation implicite à des actions agressives supplémentaires. 6 ans après la guerre russo-géorgienne, la Russie a lancé une opération militaire beaucoup plus vaste en Ukraine à cause de la guerre d'août 2008 entre la Russie et la Géorgie. La Géorgie a subi la perte de 170 membres du ministère de la Défense, 14 du ministère des Affaires intérieures et 228 civils. Le nombre total de blessés parmi les civils et le personnel militaire a atteint 2232. De plus, un nettoyage ethnique a été mené par la Russie et ses mandataires dans la région de la vallée de Skin. Cela a forcé plus de 30 000 personnes à fuir leur domicile. La plupart de leurs maisons ont été délibérément incendiées pour empêcher leur retour. La politique étrangère pro-occidentale de Tbilissi et ses aspirations à rejoindre les structures européennes sont considérées par le Kremlin comme une menace importante pour la sécurité. L'émergence d'un système démocratique en Géorgie contraste fortement avec le régime autoritaire de la Russie, ce qui pourrait potentiellement inspirer d'autres nations. Vladimir Poutine considère la Géorgie comme faisant partie de la sphère d'influence de la Russie, et l'élargissement de l'OTAN est perçu comme un acte hostile contre la domination russe dans la région. Par conséquent, la démocratisation de la Géorgie et ses liens croissants avec l'OTAN ont entraîné le mécontentement du Kremlin. Culminant avec la guerre d'août 2008, ce conflit a été précédé par le sommet de l'OTAN à Bucarest en 2008, qui a promis une future adhésion à la Géorgie. Cependant, l'absence de consensus a laissé la Géorgie sans plan d'action pour l'adhésion ni garantie de sécurité. C'est une recette pour les guerres en Europe. L'Occident fait des promesses d'intégrer les pays post-soviétiques à l'OTAN ou à l'Union européenne sans garantie de sécurité. Et pour couronner le tout, la Russie fait la guerre. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en 2008, en août 2008, les tensions entre la Russie et la Géorgie ont dégénéré en guerre. Cela a commencé le 1er août lorsque les forces du sud d'Ossétie, soutenues par la Russie, ont commencé à bombarder des villages géorgiens. Juste 3 mois avant que la Géorgie ne se voie promettre une future adhésion à l'OTAN, malgré la déclaration d'un cessez-le-feu par la Géorgie pour éviter la guerre, les attaques ont continué, poussant les forces géorgiennes à réagir. Le 7 août, la Russie est rapidement intervenue, s'emparant des territoires disputés et étendant le conflit à l'Abkhazie, une autre région séparatiste de la Géorgie. Les combats ne se sont arrêtés que le 13 août, lorsque le président français Nicolas Sarkozy a obtenu un cessez-le-feu pour justifier son action militaire. La Russie a accusé la Géorgie de commettre un génocide et des actes d'agression contre les Ossètes. Chers téléspectateurs, croyez-le ou non, la Russie a menti. La Cour pénale internationale a délivré des mandats d'arrêt contre 3 hommes accusés de crimes de guerre lors de la guerre de 2008 entre la Russie et la Géorgie. Les suspects, ce sont le lieutenant-général Mikhail Mintsaïev, Gamlet Kouchmazov et David Sanakouyev. Ils occupaient des postes importants au gouvernement sud-ossète appuyé par la Russie. La Cour pénale internationale a commencé à enquêter sur la guerre de 5 jours en 2016, qui a déplacé des milliers de personnes et a été marquée par de graves violations des droits de l'homme. Les juges ont estimé qu'il existait des motifs raisonnables de croire que les suspects étaient responsables de crimes tels que la détention illégale, la torture et la prise d'otages, entre le 8 août et le 27 août 2008.
Environ 170 détenus, dont des femmes et des personnes âgées, ont été retenus dans des conditions difficiles et ont ensuite été utilisés comme monnaie d'échange lors d'échanges de prisonniers. Après la guerre, la Russie a officiellement reconnu l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud comme des États indépendants et a continué de les occuper en violation de l'accord de cessez-le-feu. Aujourd'hui, l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud sont tellement indépendantes qu'elles ont besoin de la permission de la Russie pour le dire à voix haute. Mais si vous pensez que la Fédération de Russie d'aujourd'hui est un État inquiétant, que dire de l'occupation rampante de la Géorgie par la Russie ? Ce n'est pas un jeu de mots ou un calembour. C'est vraiment ce qui se passe. La frontière avance littéralement, de plus en plus près, prenant toujours plus de terre aux Géorgiens. Depuis l'invasion de la Russie en 2008, elle occupe 20% du territoire géorgien, élargissant progressivement son contrôle par des tactiques comme la borderisation et l'occupation rampante. Cela signifie que la Russie construit des barrières, augmente la surveillance et étend lentement son contrôle sans action militaire directe. Ces efforts ont non seulement renforcé l'emprise de la Russie, mais ont aussi rendu plus difficile pour la Géorgie de rejoindre les institutions occidentales et perturbé d'importantes routes économiques. Les communautés locales souffrent énormément, les déplacements sont restreints, les moyens de subsistance sont affectés et beaucoup subissent une détresse psychologique. Au-delà du contrôle territorial, la Russie utilise ces tactiques comme une forme de guerre hybride, visant à affaiblir la souveraineté de la Géorgie et à bloquer sa voie vers l'intégration occidentale. Vous savez, la Russie qui dit à la Géorgie de rester en dehors de l'Union européenne et de l'OTAN, c'est donc comme un cambrioleur qui dit au propriétaire de ne pas installer de serrure. Pour les Géorgiens, l'intégration de la Géorgie à l'Occident et son appartenance à l'Europe sont d'une importance capitale. Feu le Premier ministre géorgien Zourab Chvania, devant le Conseil de l'Europe en 1999, a prononcé les mots suivants « Je suis géorgien, donc je suis européen ». Dans son discours, il a partagé les ambitions européennes de la Géorgie et a dévoilé le programme de politique étrangère du pays pour les 10 prochaines années. En effet, depuis la Révolution des Roses en 2003, la Géorgie a considérablement renforcé ses liens avec l'Union européenne. Mais comme vous l'avez sans doute deviné, tout ne s'est pas passé comme prévu. Rêve géorgien, ou OSNEBA comme on l'appelle couramment, a tout fait pour stopper l'intégration de la Géorgie à l'Union européenne. Mais au début, il semblait que le rêve géorgien suivait la voie européenne. En juin 2014, l'Union européenne et la Géorgie ont signé un accord d'association, qui est entré en vigueur en juillet 2016. Depuis le 28 mars 2017, les ressortissants géorgiens titulaires de passeports biométriques peuvent voyager sans visa dans les 26 pays de l'espace Schengen. Cependant, nous devons admettre que les aspirations européennes du rêve géorgien étaient un peu suspectes. Pourquoi ? Parce que le chef du parti et le dirigeant de facto du pays, Vizina Ivanichvili, est un homme d'affaires qui a gagné son premier milliard en Russie. Et tu sais pourquoi ? L'oligarque russe a amené une marionnette de ventriloque à l'entretien pour prouver qu'il pouvait totalement parler sans la main de Poutine dans son derrière. Néanmoins, l'Union européenne a accordé à la Géorgie le statut de candidat en décembre 2023. Mais après les élections législatives de 2024, les tensions politiques se sont intensifiées. Le 30 octobre, la Commission européenne a déclaré que les efforts de la Géorgie pour rejoindre l'Union européenne se sont principalement arrêtés en raison des actions de son gouvernement depuis le printemps. En 2024, ils ont exhorté la Géorgie à abroger de nouvelles lois affaiblissant l'état de droit et les droits fondamentaux, ainsi qu'à arrêter la diffusion d'informations trompeuses sur les valeurs de l'Union européenne. La première vague de manifestations a été provoquée par les résultats de l'élection, car de nombreux Géorgiens pensaient que le rêve géorgien les avait falsifiés. Des experts électoraux et des analystes de données ont détecté des anomalies de vote suggérant une possible fraude. Ces irrégularités, surnommées le compte russe, ressemblent au schéma observé lors du référendum constitutionnel russe de 2020. Malgré les signalements de violations, le parti au pouvoir Rêve géorgien et la commission électorale centrale nient toute irrégularité, tandis que l'opposition et la présidente rejettent les résultats. Des analystes, dont Roman Udo et Levon Kvirkelia, ont examiné les données de vote à l'aide de méthodes statistiques telles que les modèles Spilkin et Sobyanin-Choukovolsky, ce qui a permis d'identifier des manipulations. Leur analyse montre que, si les tendances de vote urbaines suivent généralement les distributions attendues, les zones rurales présentent des écarts suspects. Plus précisément, une forte participation électorale dans certains districts a bénéficié de manière disproportionnée au rêve géorgien, formant une queue inhabituelle sur les graphiques de distribution des votes, ce qui est un indicateur potentiel de falsification.
Le UDOT décrit ces anomalies comme malsaines, les comparant à des élections manipulées en Russie. Bien qu'il existe d'autres explications, les experts y soutiennent que les schémas statistiques suggèrent pour cela fortement une manipulation électorale, ce qui soulève des inquiétudes quant au processus démocratique en Géorgie. En général, les élections à la russe ressemblent à des spectacles de magie. Les bulletins disparaissent, les résultats apparaissent, et le gagnant est choisi avant même que le tour ne commence. Selon l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et le Bureau des institutions démocratiques et des droits de l'homme, les candidats pouvaient généralement faire campagne librement. Le jour de l'élection, des problèmes ont été constatés, tels que la violation du secret du vote, des incohérences dans les procédures et de l'intimidation lors de l'enregistrement des votes. Des signalements de pression, surtout sur les fonctionnaires et citoyens vulnérables, ont encore plus miné la confiance. Les partis d'opposition ont rejeté les résultats, invoquant l'intimidation des électeurs, l'achat de votes et l'ingérence étrangère. Plus de 1200 plaintes ont été déposées, mais la plupart ont été rejetées après une enquête minimale. Les tribunaux ont confirmé la plupart de ces décisions, sans répondre aux inquiétudes sur l'intégrité. La commission électorale centrale de ce pays post-soviétique, insistant sur l'équité de l'élection, est comparable à un ex-officier du KGB se proclamant défenseur de longue date de la démocratie. Personne n'y croit, mais ils le disent avec le plus grand sérieux. Et comme si cela ne suffisait pas, le 28 novembre, Irakli Kobakidze, qui a pris le poste de Premier ministre, a annoncé qu'il suspendait le processus de candidature de son pays à l'Union européenne, jusqu'à la fin de 2028. Son annonce est intervenue après que le Parlement européen a condamné les élections parlementaires du 26 octobre en Géorgie, déclarant qu'elles n'étaient ni libres ni équitables. Cela a déclenché la prochaine vague de manifestations. Amnesty International a révélé de graves violations des droits de l'homme en Géorgie. La police a violemment réprimé les manifestations anti-gouvernementales depuis le 29 novembre. Les manifestants et les journalistes ont fait face à des arrestations arbitraires, à la torture et à des mauvais traitements. Plus de 460 personnes ont été détenues, dont 300 ont signalé de graves passages à tabac. Kobakidze, annonçant que la Géorgie arrête sa candidature à l'Union européenne, c'est comme un enfant qui abandonne une course. Il n'a jamais été assez rapide pour gagner, sauf cette fois où son entraîneur, probablement la Russie, lui a dit de trébucher volontairement. Les autorités ont utilisé une force illégale, notamment des gaz lacrymogènes, des balles en caoutchouc et des canons à eau chargés de produits chimiques, causant plus d'une centaine de blessures graves. Amnesty a vérifié des abus systématiques, notamment des aveux forcés et le refus de soins médicaux. Les manifestants détenus ont décrit avoir été battus dans des fourgons de police plongés dans l'obscurité et avoir été contraints de signer des aveux pré-rédigés sous la menace. Des individus masqués ont agressé aussi bien des manifestants que des journalistes avec la complicité de la police. Les tribunaux ont rejeté les allégations de mauvais traitement, privilégiant les versions de la police par rapport aux enregistrements vidéo et aux témoignages des témoins, renforçant ainsi une culture d'impunité sanctionnée par l'État. Un journaliste de télévision et un caméraman ont été victimes de violences de la part d'assaillants masqués alors qu'ils couvraient des manifestations pro-Union européenne en Géorgie. La journaliste Maka Tsikladze de la chaîne d'opposition télévision Pirveli a été violemment jetée au sol tandis que le caméraman Georgi Chetirouli a reçu des coups de pied à la tête dans une rue adjacente. Il couvrait la 10e nuit consécutive de vastes manifestations pro-Union européenne. Loukachenko et Poutine pourraient être satisfaits, car une telle violence fait partie de la meilleure tradition de leur régime. Poutine et Loukachenko répriment les manifestations, les considérant comme de mauvaises nouvelles. Le rêve géorgien a de plus en plus utilisé le système judiciaire pour réprimer les manifestations et la dissidence. Les récentes modifications de la loi sur les rassemblements et les manifestations limitent sévèrement la liberté de réunion et d'expression. Elles introduisent de fortes amendes et prolongent la détention administrative jusqu'à 60 jours, tout en dépénalisant les appels publics à la violence et à la résistance contre la police. Des sanctions sévères pour les manifestations non autorisées, y compris des amendes pour le port de masques ou l'utilisation de lasers, accordent aux forces de l'ordre de larges pouvoirs pour détenir les manifestants. Les organisateurs font face à une responsabilité accrue. Les manifestations spontanées sont limitées et une autorisation préalable est requise. En gros, le gouvernement dit que vous êtes libre de manifester tant que vous le faites en silence, seul et dans votre tête. De plus, des modifications ont été proposées au code pénal de la Géorgie pour élargir la définition de la trahison. Les actions suivantes seraient considérées comme de la trahison. Violer l'intégrité territoriale du pays, conclure des accords ou des négociations anticonstitutionnelles, menacer la sécurité extérieure de la Géorgie, travailler pour des services de renseignement étrangers,
nuire aux capacités de défense de la Géorgie, révéler des secrets d'État. Le choix du moment pour proposer cette loi est suspect, malgré ses aspects positifs. Nous pouvons tous deviner comment ils vont l'utiliser maintenant. Malgré la récente répression brutale, les manifestants continuent de se rassembler chaque soir dans de nombreuses villes du pays. Les Géorgiens continuent de refuser de devenir la zone d'influence de la Russie. Depuis son indépendance, le pays a maintes fois démontré sa volonté d'être libre. Les Géorgiens continuent de payer le prix fort pour leur avenir. Jusqu'à présent, ni la Russie, par l'intermédiaire du parti au pouvoir, n'a reculé dans ses plans pour soumettre la Géorgie. Cependant, seul le temps dira s'ils atteindront leur objectif ou échoueront, comme l'ont fait les Soviétiques. Mes amis, merci d'avoir regardé cette analyse et de m'avoir accordé votre temps. Jusqu'à ma prochaine vidéo qui sera lundi ou jusqu'à ma prochaine vidéo spéciale réservée aux membres qui sera samedi prochain. Reste cool, Slavo, Ren, toi aussi et bye.